Dans cette capsule, on va voir un autre algorithme de recherche locale, l'algorithme Simulated Annealing. Donc, l'algorithme Simulated Annealing, ou en français recuit simulé, on peut le comprendre comme une amélioration de l'algorithme hill climbing où on tente de minimiser le risque de rester piégé dans des maxima ou des minima locaux, comme c'est le cas dans hill climbing. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre de choisir comme voisin immédiat un nœud qui n'est pas nécessairement le meilleur que le nœud courant. Donc, on va associer à ça, en fait, une probabilité de passer vers un moins bon voisin immédiat. Et ça devrait nous permettre d'échapper les optima locaux, puisque un optima local, un maxima, minima local, c'est caractérisé par le fait que localement, autour, les voisins sont moins bons. Mais si on assigne une probabilité non nulle de passer à ces voisins-là, même s'ils sont moins bons, ben on va possiblement se permettre d'échapper aux optima locaux puis d'explorer d'autres nœuds qui n'auraient pas été accessibles autrement, qui n'auraient pas été visités autrement. Et en fait, la probabilité de prendre un moins bon voisin, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure que l'algorithme va s'exécuter, on va diminuer graduellement cette probabilité-là de permettre une transition vers un moins bon voisin, ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'exécution de l'algorithme, on va converger vers une recherche qui va ressembler de plus en plus à une recherche hill climbing. Donc, cette diminution des probabilités-là va être contrôlée par ce qu'on va appeler un schéma, en anglais schedule, qui va déterminer une série de températures. La température va commencer élevée, puis va diminuer de plus en plus pour converger vers zéro. Donc, par exemple, si on avait un schéma de 100 itérations, la taille du schéma va en fait déterminer le nombre d'itérations de l'algorithme. Donc, un exemple de schéma, ce serait de commencer avec une température de 1, donc 2 à la moins 0, ça serait égal à 1. Ensuite de ça, 2 à la moins 1, donc une demi, un quart, et ainsi de suite, vers un chiffre qui s'approcherait de plus en plus vers 0. Il n'y a pas de recette générale pour designer un schéma. Et le meilleur schéma pour un problème donné va varier d'un problème à l'autre. Donc, c'est un degré de liberté avec lequel qu'on doit manipuler là, et tester pour différents problèmes pour obtenir de meilleurs résultats. Voici un pseudocode de l'algorithme. On donne en entrée, encore une fois, un nœud initial, comme dans hill climbing, mais en plus le schéma des températures. On va déclarer un nœud courant puis un nœud voisin potentiel. On va déclarer d'autres variables qui sont utilisées à chaque itération. Et on va initialiser notre nœud courant au nœud initial là, donné en entrée. Ensuite de ça, pendant un nombre d'itérations qui va correspondre au nombre de températures dans notre schéma, on va consulter chacune des températures une à la suite des autres, de la plus grande à la plus petite. Ensuite de ça, on va choisir au hasard, donc uniformément, aléatoirement, parmi les successeurs de n. On va choisir un nœud n' au hasard. Et pour ce nœud voisin-là, on va déterminer quelle est la différence entre sa fonction objectif et la fonction objectif du nœud courant. C'est ce qu'on va appeler ici delta E. Maintenant, dans cette variante de Simulated Annealing, on maximise. Donc, si on observe que cette différence-là est plus grande que 0, donc la fonction objectif en n' est plus grande que la fonction objectif en n, on va faire une transition. Donc, on va faire la transition de n vers n'. Donc, on va réassigner n à n'. Maintenant, si on minimisait, remarquez qu'à la place delta E, on aurait simplement utilisé f de n moins f de n'. Puis, dans ce cas-ci, donc, si on minimisait et qu'on détectait que f de n' est plus petit que f de n, on aurait une différence delta E plus grande que 0. Et là, dans ce cas-ci, on ferait une transition. Donc, c'est le seul changement qu'on ferait, en fait, pour adapter cette variante-là vers la variante qui minimise. Donc, voilà. Donc, si cette condition-là n'est pas satisfaite, que le delta E n'est pas plus grand que 0, on va quand même se permettre de faire une transition à n', donc d'assigner le nœud courant n au nœud n'.
mais avec une probabilité qui va correspondre à l'exponentielle de delta E divisé par notre température T. Donc, ce que ça veut dire, entre autres, c'est que la probabilité de faire une transition vers un nœud N' va, entre autres, dépendre de à quel point est-ce que j'empire ma fonction objectif en faisant cette transition-là. Donc, delta E, dans ce cas-ci, parce qu'on est passé à cette étape-ci, ça veut dire que delta E était négatif ou 0, donc plus petit ou égal à 0. Et plus le delta E va être négatif, bien, plus la probabilité de faire la transition va être petite. Donc, on va se permettre de faire une transition à un nœud pire, mais si le nœud est vraiment, vraiment pire, la probabilité de faire une transition vers ce nœud-là va être plus petite. Mais il y a un autre facteur qui va influencer la probabilité de faire la transition, et c'est la constante T. Et donc, si la constante T, qu'on appelle température, si la température est très élevée, donc imaginons qu'on avait commencé avec une température de 100 000 et que notre delta E était relativement petit, donc peut-être autour de 1 ou 10, pardon, moins 1 ou moins 10, dans ce cas-ci, ce terme-là serait très proche de 0. Et l'exponentielle d'un chiffre très proche de 0, ça va être proche de 1. Donc, dans ce cas-ci, avec une température élevée, pour des différences d'énergie relativement basses, on va en fait avoir une probabilité de transition qui va être très proche de 1. Par contre, au fur et à mesure qu'on va diminuer la température, je vais enlever un peu d'encre. Donc, si on avait une température T qui était petite, on aurait en fait une probabilité de faire une transition qui serait elle aussi petite. Donc, entre autres, si T était proche de 0, dans ce cas-ci, en fait, on aurait une constante divisée par un nombre très, très petit, donc on aurait un nombre très, très élevé. Par contre, delta T est négatif, donc on aurait un chiffre très, très négatif, et l'exponentielle d'un chiffre très, très négatif, ça va être une valeur qui, elle-même, va être presque 0. Donc, la probabilité pour des températures petites de faire une transition vers un nœud moins bon va être très, très basse. Et donc, lorsque la température va être petite, on va s'approcher, on va être plus proche d'une recherche un peu à la hill climbing. On va seulement faire des transitions vers des nœuds qui améliorent. Donc, comme je disais, l'algorithme Simulated Annealing, en fait, lui permet de minimiser les risques d'être piégé dans des optima locaux. Par contre, un des problèmes de Simulated Annealing, c'est qu'on a la possibilité d'osciller entre des nœuds de façon indéfinie. Donc, on pourrait avoir un nœud N, ensuite de ça, avec une certaine probabilité, passer à un nœud qui est un peu moins bon. Par la suite, on pourrait revenir au nœud N. Encore une fois, on aurait une probabilité non nulle de revenir au nœud précédent, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible, qui a une probabilité non nulle d'être observé lorsqu'on exécute l'algorithme de Simulated Annealing. Une façon d'améliorer ce problème-là ou de l'éliminer partiellement, ça serait, ou totalement en fait, ça serait d'enregistrer tous les nœuds qu'on a visités jusqu'à maintenant, puis de s'empêcher d'aller vers des nœuds déjà visités. Et là, on commence à s'approcher vers l'algorithme à étoile. Et si le nombre de nœuds possibles est très, très grand, bien, ça serait en pratique impossible à faire. Ça correspondrait à des coûts de mémorisation qui seraient trop élevés. Donc, une approche un peu moins coûteuse, ça serait de simplement se rappeler des cas derniers nœuds visités. C'est le principe derrière l'algorithme Taboo Search, ou recherche tabou en français. Donc, ces cas derniers nœuds-là vont correspondre à ce qu'on va appeler l'ensemble tabou. Le paramètre K, c'est un paramètre qu'on doit déterminer là, par l'utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait empêcher de faire une transition vers un nœud qui a déjà été visité, qui fait partie de l'ensemble tabou. Et c'est ce qui va nous permettre d'éliminer en fait les oscillations. En fait, ça ne va pas les éliminer totalement, mais ça va en fait les réduire. Et la raison pour laquelle ça ne les élimine pas totalement, c'est que puisqu'on a une mémoire limitée de nœuds qui ont été visités par le passé, ça se pourrait qu'éventuellement on oublie qu'on a déjà visité un certain nœud et qu'on y revienne parce que le nœud en question a été oublié.
Mais on observe en pratique que cette toute petite modification-là marche très bien pour éliminer en bonne partie les oscillations. J'ajouterais que c'est une option parmi plusieurs autres là, de construire un ensemble tabou. Et vous pouvez consulter le livre, entre autres, de Russell et Norvig pour avoir d'autres idées sur comment empêcher de faire des oscillations comme ça. Une autre façon d'améliorer le résultat obtenu par une recherche locale, donc un autre algorithme amélioré serait celui du Beam Search. Le principe du Beam Search, en fait, c'est que plutôt que de se rappeler ou d'avoir un seul nœud courant, on va en fait avoir un ensemble de nœuds courants. Et dans l'algorithme de Beam Search, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer par un certain ensemble de nœuds, de K-nœuds qui va être choisi aléatoirement. Puis à chaque itération, on va générer tous les successeurs de ces K-nœuds-là. Ensuite de ça, donc ça va générer un nombre de nœuds qui est plus grand que K. Et là, ce qu'on va faire, c'est parmi tous les nœuds générés, on va se rappeler seulement des K meilleurs. Et ça va devenir notre nouvel ensemble de K-nœuds qui va être réutilisé à l'itération précédente pour générer un nouvel ensemble de successeurs. Et donc, on va itérer comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne un certain nombre d'itérations limites, qui serait encore une fois un paramètre spécifié par l'utilisateur. Donc ça permet d'initialiser la recherche à plusieurs endroits différents dans notre espace et peut-être d'explorer en fait plusieurs optima locaux et en fait peut-être même espérer justement échapper les optima locaux qui sont moins bons et se concentrer sur des optima qui sont plus prometteurs et possiblement les optima globaux ou l'optima global. Donc, on appelle cet algorithme-là plus précisément le Local Beam Search, en français, exploration locale par faisceau. Il existe également une variante stochastique de cet algorithme-là, Stochastic Beam Search, où plutôt que prendre les cas meilleurs, en fait, on assignerait une certaine probabilité à prendre chacun des nœuds. Et donc, on échantillonnerait quels sont les cas nœuds suivants qui seraient pris, qui ne seraient pas nécessairement les cas meilleurs. Et ça, c'est évidemment inspiré là, de l'algorithme de Simulated Annealing, mais d'une certaine façon généralisé à un cas où on aurait un ensemble de cas nœuds plutôt qu'avoir un seul nœud courant à chaque itération.